Accusé, levez-vous. Il paraît que des membres du club des Amis de la Gravité se sont plaints. Prenez la scène où Gandalf se bat sur un pont contre Balrog. À un moment, Balrog tombe comme un abruti et chute dans un gouffre sans fond durant 12 secondes, avant d'atteindre avec son fouet les pieds de Gandalf. Or, vous savez quelle distance on parcourt lors d'une chute de 12 secondes? Distance T est égale à 1/2 de GT2. 705,6 mètres. Ça fait 2 fois la tour Eiffel. Gandalf est coriace et met 34 secondes à chuter à son tour. Pendant lesquelles Balrog continue tranquillou à parcourir, tenez-vous bien, 4410 mètres. À ce stade, la vitesse de chute de Balrog, si on ne prend pas trop en compte la résistance de l'air, est de 294 mètres par seconde. Mais bizarrement, quand Gandalf chute à son tour et se met en position comme dans Point Break, il rattrape Balrog en 17 secondes hypersoniques, pendant lesquelles Balrog continue de chuter. Bref, on vous épargnera les calculs. Résultat, Gandalf est parvenu à parcourir 29 km en 17 secondes. Je crois surtout qu'ils ont brisé toutes les lois de la physique. Les lois de la physique. Merci, monsieur le procureur. La parole est à la défense. Merci, votre honneur. Ma plaidoirie sera simple, concise, mais surtout ne pourra souffrir aucune objection, car elle s'appuiera sur des calculs et des arguments physiques solides, et quiconque aura la bêtise de tenter de les réfuter ne saurait être qu'un fou, un inconscient, ou un putain de gogol de mongolien de merde qui pense que Star Wars et Harry Potter sont des sagas cinématographiques de qualité, alors que c'est terrifiant à quel point c'est nul à chier. Je vous demande de vous calmer, monsieur. Mes excuses, votre honneur. Mais il me semble important de souligner que mon client est quelqu'un de très respectable et reconnu, de nombreuses fois titré et récompensé, contrairement aux autres canons du genre qui, il est raisonnable de le penser, ne sont que d'infâmes daubes qui puent leur mort. Ma plaidoirie réfutera donc les propos calomnieux et d'une impudence extrême qui ont été tenus par M. Moustache à l'encontre de la réputation et de la crédibilité de mon client. Ces propos étant d'autant plus graves que la vidéo dans laquelle ils ont été tenus a été regardée un très grand nombre de fois. Le plus stupéfiant et révoltant reste le fait qu'il se permet de se fendre d'une raillerie d'un air suffisant et sûr de lui, alors que son raisonnement est présenté à tort comme complexe et rigoureux. Où est la rigueur là-dedans ? Est-ce ainsi qu'il prétend faire de la mécanique et juger du manque de respect des lois physiques dans Le Seigneur des Anneaux ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Soyons sérieux 2 minutes et rétablissons une fois pour toutes la vérité. Pour ce faire, je vais moi aussi poser le problème de mécanique que représente la chute libre du Balrog en appliquant une méthode académique, sérieuse et scientifique. Dès lors, le plan est le suivant. On réalise 2 études. Premièrement, la chute du Balrog, puis celle de Gandalf. Et on en déduit les conditions nécessaires au fait que Gandalf rattrape le Balrog tout en se référant à la chronologie relevée par M. Moustache. Les frottements seront évidemment pris en compte. En effet, dans la mesure où l'on considère des objets aussi volumineux que le Balrog et sur une aussi grande durée, il est vraiment déraisonnable et ridicule de penser que le modèle de la chute libre sans frottement constitue une bonne approximation. Donc, on se place dans le référentiel terrestre galiléen et on prend comme système le Balrog. S'applique sur lui donc son poids, P égale mg, et surtout la force de frottement de l'air. Et c'est là que les choses se compliquent. Mais alors, méchamment, votre honneur. C'est sans doute pour cela que M. Moustache ne s'est pas senti le courage de poser le problème proprement et s'est donc rabattu sur un calcul niveau CP pour épater les imbéciles crédules. Donc, comment modéliser les frottements est la question à 1000 balles. Il s'avère que c'est extrêmement compliqué d'un point de vue théorique. D'autant plus qu'on ne peut pas dire que le Balrog ou Gandalf constituent des figures géométriques simples comme des sphères ou des cubes. On modélise alors la force de frottement par une force de traînée dont la formule est obtenue expérimentalement. Cette formule est de la forme 1/2 de ρ S fois Cx fois V carré, avec ρ la masse volumique de l'air, V la vitesse du système, S la surface transversale à la chute, appelée mètre couple, et puis Cx le coefficient de traînée, une fonction du nombre de Reynolds sans dimension. Pour les profanes qui seraient parmi les jurés, le nombre de Reynolds est une comparaison des ordres de grandeur des termes inertiels convectifs et diffusifs. Vous ne comprenez pas ? Ce n'est pas grave. Retenez simplement qu'il permet de caractériser le type d'écoulement du fluide autour du système, s'il est laminaire ou turbulent par exemple. Bref, continuons. Alors, en appliquant le principe fondamental de la dynamique au Balrog, on a Mb, sa masse,
fois dv sur dt, son accélération, est égal à mg, son poids, fois 1/2 de ρ s cx v carré. Simplifions ce dernier terme. Première difficulté. En l'état, 1/2 du gna, c'est moche, pas pratique, emmerdant, pénible et vraiment casse-couille. On va d'abord chercher la surface S perpendiculaire à l'écoulement. Dans la mesure où le balrog tombe en arrière, dos perpendiculaire à la chute, on supposera que cette surface est celle de son dos et de ses ailes. Et combien ça fait en termes de surface, le dos du balrog ? Il a une forme humanoïde et une taille 3 fois supérieure à celle d'un homme. On peut donc raisonnablement considérer que la superficie de son dos est 3 fois supérieure à celle du dos d'un homme, soit environ 3 fois 0,9 m² pour un homme moyen. Maintenant les ailes. En prenant comme modèle celui des ailes de chauve-souris et en respectant les proportions, on trouve que S, la surface perpendiculaire à l'écoulement ou le mètre couple, serait de l'ordre de 45 m². On s'attaque au coefficient de traînée, et c'est ça qui complique notamment le calcul, parce qu'il s'obtient en général de façon expérimentale, c'est-à-dire que dans le cas présent, on découperait une maquette du balrog et on le placerait dans une soufflerie pour obtenir une courbe du genre, du coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds. Ce coefficient de traînée dépend donc fortement du système étudié. Le nombre de Reynolds est de l'ordre de 10 puissance 6. Bon, dans la mesure où un balrog n'est pas profilé comme un Airbus, on prendra un ordre de grandeur de l'ordre de 1. Bon, on est plutôt pas mal là, non ? Bah non, toujours pas, je vous ferai dire votre honneur. Toujours pas. Parce que pourquoi ? À cause de ce carré, qui rend la résolution de cette équation différentielle, du coup quadratique, beaucoup plus complexe. Alors on pourrait remanier cette équation dans tous les sens à l'aide d'arguments mathématiques subtils, mais ces derniers auraient tôt fait d'ennuyer notre bien-aimée assistance. Dès lors, je vais recourir à une stratégie avancée appelée méthode d'Euler, qui utilise la définition même de ce qu'est une dérivée. Mais qu'est-ce qu'une dérivée ? Par rapport au temps, par exemple. Eh bien, c'est tout simplement une petite variation d'une grandeur fonction du temps divisée par une petite durée. Par exemple, imaginons que vous soyez immobile à un point, que l'on prendra comme origine, à la date 0, et qu'une seconde plus tard, vous ayez fait un pas d'1 mètre. Vous avez parcouru 1 mètre en une seconde. On voit ainsi que la dérivée par rapport au temps de la position constitue la vitesse. On généralise cet exemple, et l'on remplace la vitesse du balrog par une petite variation de hauteur de ce dernier divisée par le temps durant lequel cette variation s'effectue. On peut donc faire de même avec l'accélération, qui est la dérivée de la vitesse, elle-même la dérivée de la position. On réarrange un petit peu ce merdier, et on obtient cette expression. On s'épargnera la tâche ingrate de calculer toutes les positions successives à toutes les dates, et on laisse cette basse besogne à un programme Python de mon cru. Cet algorithme va donc calculer toutes les positions successives du balrog à intervalles de temps réguliers dt, en s'appuyant sur les données S et CX et les précédentes positions. Mais il nous manque un argument crucial, la masse du balrog. Mais pas de panique, ce que nous venons de faire peut également s'appliquer au brave petit père Gandalf. Il suffit de changer le mètre couple et le coefficient de traînée associé à sa chute. Il faut discuter un petit peu de la position effectivement aérodynamique de Gandalf pendant sa chute. Cela réduit son mètre couple, mais également son coefficient de traînée. Ce dernier sera vraisemblablement très inférieur à la valeur du coefficient de traînée d'un homme se tenant debout, qui se trouve aux alentours de 1,2. Le mètre couple est grosso modo la surface des épaules et du sommet du crâne de Gandalf, soit environ moins de 0,1 m². On peut beaucoup plus raisonnablement estimer la masse de Gandalf, qui doit tourner aux alentours de 75 kg, que celle du balrog. On peut tracer l'allure des courbes d'accélération, de vitesse et de distance de chute de Gandalf, et on constate qu'il chute en 17 secondes d'environ 1200 mètres. Et maintenant, c'est terminé. Il ne nous manque plus que la masse du balrog, mais elle doit être telle que durant toute cette période, soit 63 secondes, le balrog ait parcouru la même distance que Gandalf en 17 secondes, pour qu'il puisse se retrouver à la même altitude au même moment. Ainsi, il suffit que le balrog fasse environ 1 tonne, soit la masse d'un gros hippopotame. On peut ensuite comparer, fort de toutes ces données, toutes les valeurs avancées par M. Moustache et saisir l'ampleur de son ignominieux mensonge et le caractère évidemment infondé de ses accusations ridicules. En 12 secondes, le balrog parcourt 200 mètres et on est très loin des 700 mètres annoncés. Et, à cause des frottements, un corps en chute libre stagnera fatalement à une vitesse limite, comme en témoignent ces graphiques. Cela semble tout à fait cohérent. Alors, certes, cela reste très grand comme taille de fouet, on pourrait remettre en cause le relevé de la chronologie des événements, et arguer du fait que la chute du balrog ne fait pas réellement 12 secondes. On pourrait également continuer cette étude et l'affiner encore et encore. On pourrait prendre en compte la variation de l'altitude qui fait varier la pression et donc la masse volumique de l'air, mais aussi la valeur de l'accélération de pesanteur. Et on pourrait également évaluer la déviation vers l'est due à la force de Coriolis.
mais cela mériterait de plus amples considérations dans une autre commission d'enquête. Ainsi, votre honneur, je viens de démontrer sans équivoque que M. Moustache avait tort et que ces insinuations diffamatoires ne sont aucunement fondées. Dès lors, je demande l'abandon total des charges à l'encontre de mon client quant à son authenticité physique. Ce sera tout votre honneur, je vous remercie.